Vous voyez qu'il vous est indiqué que les poules sont douées d'empathie. Alors effectivement, comme toute mère, si leurs petits sont en situation de danger, on se rend compte effectivement qu'elles vont être en état de stress. Donc, élévation du rythme cardiaque, elles vont pousser des cris, etc. Mais ce qu'on s'est rendu compte, notamment à travers l'étude que je vous ai mis entre parenthèses, l'étude d'Edgar en 2013, c'est qu'elles s'inquiètent pour leurs petits lorsque ceux-ci sont en situation de danger, alors même que les petits poussins n'en ont pas conscience. C'est-à-dire qu'eux-mêmes n'émettent pas des signaux sonores qui prouvent qu'ils sont en danger. Elles ont conscience qu'ils se mettent en situation de danger et ça provoque chez elles des réactions qui sont mesurables. Donc voilà, je ne vais pas reprendre tous les exemples. Donc, merci. Donc tout ça pour vous dire qu'effectivement, depuis l'époque de Descartes, qui est finalement a beaucoup nui à la prise en compte de l'animal, puisque au début du XVIIe, il a considéré que l'animal était une machine. On en voit une illustration ici. Eh bien, on voit qu'il y a eu quand même des avancées, évidemment, puisque actuellement, on a pris en compte la sensibilité de l'animal. Alors, cette prise en compte, elle a été possible aussi grâce à nous tous. Parce qu'il y a dans notre société, évidemment, vous allez voir ici, il y a en France beaucoup d'animaux de compagnie. Alors, vous voyez que essentiellement, pardon, il ne faut pas que je me tourne, essentiellement nous avons des chiens et des chats, mais pas seulement. Et puis, à côté de nos animaux de compagnie pour lesquels nous consacrons beaucoup de temps, éventuellement beaucoup d'argent, il y a tous les animaux de production qui représentent, je vous laisse prendre connaissance des chiffres là également, qui représentent beaucoup en nombre. Et donc, il y a effectivement, on le sent, une démarche, et c'est bien que le titre de ce cycle, ça soit « Révolution », parce qu'on sent qu'on est dans cette phase-là. La révolution est en marche au profit des animaux. Alors maintenant, je vais vous présenter, ça sera peut-être un petit peu aride pour certains d'entre vous, mais je pense que quand on parle de droit animalier, il est nécessaire que je vous explique, assez brièvement, je ne vous ferai pas un cours là-dessus, mais il est nécessaire que je vous explique l'évolution législative en France. Alors, en 1804 est apparu le Code civil. Vous savez peut-être, le Code civil, héritage finalement de ce que l'on pensait auparavant, l'animal est une chose. Donc en 1804, on ne se pose pas de questions. L'animal, c'est un bien. Ensuite, arrive en 1850 la première loi. Alors, elle est souvent présentée, cette loi, c'est la loi Grammont, elle est souvent présentée comme une loi de protection animale. Alors effectivement, cette loi a eu comme finalité de punir des mauvais traitements qui étaient faits aux animaux, mais seulement lorsqu'ils étaient donnés en public. Et pourquoi ? L'idée, c'était simplement de préserver les plus jeunes du spectacle qui pouvait leur être offert quand on battait des animaux en public. Donc on voit bien que finalement, là, le fondement, ce n'était pas du tout la protection animale. Ensuite, alors on passe un peu vite, ensuite on a eu en 98, alors vous voyez, je vous ai mis les différents codes dans lesquels ces lois ont été transcrites. Donc on a eu ensuite, en 1898, l'interdiction des mauvais traitements, sans préciser s'ils devaient être faits en public ou en privé. Donc si on voit ça, on se dit, finalement, c'est une avancée, même en privé. L'avancée, non, dans la mesure où il n'y avait pas de sanction prévue. Donc, ne pouvaient être sanctionnés toujours que les mauvais traitements effectués en public. Ensuite, nous avons un décret, donc vous voyez que pendant un certain temps, nous n'avons rien eu. Il y a eu un décret en 1959 qui est venu, là, réprimer les mauvais traitements, qu'ils aient lieu dans un cadre public ou dans un cadre privé. Donc effectivement, on note à ce moment-là une certaine avancée. Il faut attendre 1963 pour que soit intégrée la notion de cruauté. Alors, pour faire simple, la différence entre le mauvais traitement et la cruauté, c'est que lorsqu'il y a une cruauté, il y a une volonté de la part de l'auteur des actes de faire souffrir l'animal. Donc c'est quand même relativement récent, effectivement, qu'on a pris en compte dans notre droit, et là, en l'occurrence dans le droit pénal, cette dimension-là. Ensuite, loi fondamentale, la loi de 1976, qui a contenu des dispositions que l'on retrouve à la fois dans le code rural et dans le code pénal, puisque c'est un texte majeur en matière de protection des animaux, car c'est dans ce texte qu'on voit apparaître pour la première fois que l'animal est un être sensible. Alors, c'est un être sensible qui doit être placé par son propriétaire dans des conditions qui sont compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. Finalement, c'est assez clair. Le problème, c'est que ça n'a été que dans le code rural, donc uniquement pour les animaux de compagnie. Et puis, en même temps, cette loi a créé un autre délit qui est le délit d'abandon et le délit de sévices graves. Donc on a eu les mauvais traitements, ensuite
les actes de cruauté, l'abandon et les sévices graves. Ensuite, il y a eu un décret en 1980, alors on ne va pas s'appesantir sur celui-ci, mais pour ceux qui sont intéressés, vous pourrez aller le consulter, qui est venu nous donner une définition un peu plus précise de ce qu'on entend par mauvais traitement. On reviendra sur ce point un peu plus tard. Le décret de 1994, pour la première fois, reconnaît à l'animal cette qualité d'être vivant. Ça peut paraître étonnant, évidemment. Comment un animal ne peut-il pas être un être vivant? Pourquoi? C'est un décret en 1994 qui nous indique cela. Parce qu'en fait, à partir de ce décret en 1994, il est interdit de donner sans raison la mort à un animal, même si on est le propriétaire de celui-ci. Donc là encore, quand même, une avancée majeure en matière de protection des animaux. En 1999, le législateur, là encore, sous la pression, on sent pointer quand même du doigt, enfin pas du doigt, on sent pointer, quand même la pression de la société, parce que le législateur, effectivement, a voulu distinguer que l'animal n'était pas un bien comme les autres. D'accord ? Jusqu'à présent, l'animal, c'était une chose. En 1999, il devient une catégorie de biens particuliers. Mais c'est toujours un bien. Ensuite, nous avons, en 2004 seulement, j'attire votre attention quand même sur le caractère récent, en 2004, la création du délit de sévices de nature sexuelle. Alors, il faut savoir qu'en Europe, tous les pays n'interdisent pas explicitement ce type de délit. Donc, il y a quand même encore du travail dans ce domaine-là. Et puis, récemment, alors pour tous les gens qui sont présents, je pense que vous en avez entendu parler, parce que votre présence, effectivement, fait état de votre intérêt pour la question. Nous avons eu une modification, le 18 février 2015, du Code civil, puisqu'est apparu, effectivement, dans le Code civil, un nouvel article qui prévoit que l'animal est un être vivant doué de sensibilité. Voilà, donc c'est un petit peu aride, effectivement, mais ça permet de voir comment le droit français a évolué et où nous en sommes aujourd'hui. Alors, nous allons voir que ce n'est pas suffisant, qu'il va falloir continuer à œuvrer et être force de proposition pour continuer à faire évoluer notre législation. Parler de bien-être animal signifie qu'il faut que l'on soit capable de définir dans quel cas l'animal est en situation de mal-être ou de bien-être. Pour cela, il y a des instances européennes, internationales, qui ont établi des indicateurs qui permettent de déterminer lorsqu'un animal va être placé en situation de bien-être. Alors, je vous laisse le temps de prendre connaissance de ce qu'on appelle les 5 libertés. Ce sont 5 protections de base, donc, qui sont préconisées et qui combinent, vous le voyez, plusieurs facteurs. Facteur physiologique, satisfaction des besoins vitaux, vous le voyez, un facteur environnemental avec l'habitat, un facteur sanitaire concernant tous les soins et les absences de mauvais traitements, et un facteur social et psychologique, c'est-à-dire que pour que l'animal effectivement soit en situation de bien-être, il ne suffit pas de lui donner à boire, de lui donner à manger, de lui permettre de se loger, il faut également qu'il puisse avoir une vie sociale et qu'il ne soit exposé à aucune forme de détresse psychologique. Ces 5 libertés, nous ne les trouvons pas actuellement dans notre législation. Mais, de manière indirecte, ces 5 libertés, on va pouvoir les prendre en compte de 2 manières. C'est-à-dire que notre droit, et c'est ce que je voudrais vous montrer maintenant, notre droit va, dans un premier temps, protéger l'intégrité physique. Et l'intégrité physique, ça correspond aux 3 premières libertés. Et puis, nous verrons pour certaines catégories d'animaux que le droit également va essayer de protéger la qualité de vie de l'animal. Alors, comment est-ce que la protection de l'intégrité physique s'effectue-t-elle? Eh bien, vous le savez certainement, sont interdites donc toutes les situations de maltraitance. Nous avons parlé tout à l'heure, quand je vous ai présenté les dispositions législatives, nous avons parlé de la distinction entre acte de cruauté et mauvais traitement. Donc effectivement, on retrouve dans les images qui sont derrière vous 2 catégories, 2 situations différentes. Une dans laquelle l'animal est en situation de mauvais traitement, et on verra ce que ça implique pour l'auteur de ces mauvais traitements, et une autre situation dans laquelle l'animal se trouve effectivement en situation de sévices graves. L'autre aspect du bien-être animal, c'est ce que je vous ai appelé protection de la qualité de la vie. Alors, protéger la qualité de la vie, ça veut dire pouvoir amener l'animal à être en situation de bien-être. Dans quel cas cet animal est-il en situation de bien-être?
lorsqu'il peut satisfaire à des besoins qui sont sociaux et qui sont environnementaux. Alors là, on voit effectivement à l'écran des vaches qui sont dans une situation que l'on peut considérer comme une situation normale. Mais malheureusement, on le sait tous, peu de vaches se trouvent dans notre pays dans ce type de situation. Ce qu'il faut préciser ici, c'est que toutes ces situations de bien-être, elles concernent exclusivement, et pas tous, mais seulement certains animaux d'élevage. Et en fait, la législation est d'origine européenne. Donc elle a été transcrite dans notre législation, dans notre droit interne, mais seulement certaines catégories d'animaux, notamment les poulets, les truies, ont pu bénéficier de dispositions européennes. Et puis il y a également certaines activités qui ont été réglementées, telles que le transport. Donc on a des règles qui nous ont été indiquées, qui émanent donc de dispositions européennes, qui nous indiquent que pour qu'un animal puisse être transporté dans des conditions qui respectent son bien-être, il ne faut pas dépasser telle durée. On a également, ça peut paraître un petit peu étonnant d'ailleurs, des règles de respect du bien-être animal lors de l'abattage. Alors, on se pose la question quand même de quel bien-être peut être accordé à un animal au moment de sa mort. On reviendra peut-être un petit peu plus tard sur cette question. Le problème, ce qui se pose en France, c'est qu'il y a une réglementation, je vous l'ai dit déjà à plusieurs reprises, qui existe, mais quelle est la portée de cette réglementation? Je crois là encore que je ne vous apprends pas grand-chose en vous disant qu'il existe des exceptions. C'est-à-dire que les actes de cruauté qui sont réprimés par le code pénal ne s'appliquent pas lorsqu'il y a effectivement de la tauromachie ou des combats de coqs, et qu'il s'agit de ce qu'on appelle une tradition locale ininterrompue. Donc si on peut justifier en France d'une tradition locale ininterrompue, on peut placer ces animaux dans ces situations qui sont évidemment des situations de maltraitance et qui portent atteinte à leur intégrité physique, évidemment. L'autre problème de notre législation, c'est la portée et plutôt la faible importance des sanctions. Vous voyez que je vous ai mis également sur cette diapo le montant des amendes encourues. Alors, lorsqu'il y a un mauvais traitement, l'amende maximum est de 750 €. Lorsque c'est un acte de cruauté, on passe évidemment à un seuil plus important puisque c'est 30 000 €. Et pour l'acte de cruauté, l'auteur encourt également une peine d'emprisonnement qui va être une peine maximum de 2 ans. C'est vrai qu'en regardant ces sanctions, notamment pour l'acte de cruauté, on peut se dire, bon, 2 ans, 30 000 € d'amende, ça commence effectivement peut-être à être dissuasif. Le problème, c'est que non, parce qu'effectivement, il est relativement rare que nous ayons des décisions qui condamnent à une peine de prison ferme. Je vous ai mis la photo d'un petit chat, c'est le chat Oscar. Je ne sais pas si vous avez entendu parler il y a quelque temps de la douloureuse histoire de ce petit chat qui avait été projeté contre des murs. Et alors, ce qui avait amplifié, j'allais dire, le problème, c'est qu'il y avait eu une diffusion de cet acte-là sur les réseaux sociaux. Et c'est essentiellement cela qui a conduit le juge à condamner l'auteur, qui n'était pas le propriétaire d'ailleurs, à une peine de prison ferme de 1 an. Mais c'est très rare les peines de prison ferme dans le cadre de la maltraitance animale. Pour ce qui est de nos animaux pour lesquels on essaie de leur accorder une certaine qualité de vie, les animaux de production, là encore, nous avons un certain nombre d'exceptions. En période de fête, on entend parler de manière récurrente, effectivement, de la situation des animaux qui vont permettre à certains de manger du foie gras. Je vous ai également mis la photo des lapins. Il faut savoir que plus de 95% des lapins qui sont consommés sont élevés dans ces conditions-là. Donc, se pose vraiment la question suivante, quel bien-être existe pour ce type d'élevage, d'accord? Et puis, il y a des exceptions, et là c'est pareil, la photo correspond au scandale qui a récemment fait la une de beaucoup de journaux, qui était l'abattoir d'Alès. Alors effectivement, là encore, on a un problème de contrôle, parce que la réglementation en matière d'abattage, je vous l'ai dit, il y a une réglementation européenne qui prévoit que dans tous les abattoirs, il faut qu'il y ait un référent bien-être. Alors là, c'est pareil, quand même, on se dit un référent bien-être dans un abattoir, le sens des mots paraît un petit peu étonnant quand même. Il faut aussi qu'il y ait un vétérinaire qui soit présent. Comment cet abattoir d'Alès, donc là c'est une association qui a été tournée des images évidemment sans y être autorisée, mais comment cet abattoir peut-il avoir ce genre de pratique? Des animaux qui sont tués sans être en situation d'inconscience. Alors, là je vous ai dressé l'état des lieux. Moi ce qui m'intéresse maintenant aussi avec vous, c'est de voir ce qu'on peut imaginer pour l'avenir, parce qu'on se rend compte qu'il y a des choses qui ont progressé,
mais pour l'instant pas suffisamment. Donc ces perspectives, moi j'ai plusieurs pistes que je peux vous proposer maintenant. Donc la première piste, c'est effectivement de poursuivre cette évolution législative. Alors, qu'est-ce que j'entends quand je parle de poursuite de l'évolution législative? Eh bien, deux choses. Il faudrait effectivement qu'on ait une nouvelle loi générale de protection des animaux, ce qui n'est pas le cas actuellement en France. Et cette loi pourrait justement inscrire dans le droit français les 5 libertés nécessaires au bien-être animal. Il faudrait également, au sein de cette loi, que soit défini clairement ce qu'est un animal. Alors, là, je laisse le soin aux scientifiques, effectivement, de nous donner une définition qui satisferait tout le monde. À quel stade de développement, quel type d'animaux, quels sont les animaux qui ont une capacité sensorielle suffisante. Voilà, ça, ce sont des points auxquels les scientifiques vont pouvoir apporter des réponses et sur lesquels le droit pourra se fonder pour donner une définition. L'autre perspective ou évolution, c'est de distinguer deux choses. On parle toujours de bien-être animal, mais en fait, il me semble qu'il est important de distinguer le bien-être d'une part et la bientraitance d'autre part. Vous voyez que le bien-être, ça correspond, on se place du point de vue de l'animal quand on parle de bien-être. Puisque vous voyez la définition que je vous ai indiquée, le bien-être, c'est la qualité de vie d'un animal telle que l'animal lui en fait l'expérience. Par contre, la bientraitance, on se place d'un autre point de vue, puisqu'on se place sous l'angle de la personne qui va être en relation avec l'animal. Alors, cette personne, on peut l'appeler le propriétaire, le détenteur, peu importe le terme que l'on utilise, mais l'idée, c'est de pouvoir effectivement créer une obligation à la charge de celui qui va être en lien avec l'animal. Et cette obligation, d'un point de vue juridique, c'est fondamental, parce que ça va nous permettre effectivement, éventuellement, de prévoir des sanctions lorsque quelqu'un ne fait pas ce qu'il faut pour bien traiter son animal. Parce qu'il faut bien savoir qu'actuellement, on n'a pas d'obligation de bien traiter un animal. On a l'interdiction de le maltraiter, ce qui n'est pas du tout la même chose. Troisième piste possible que je vous soumets, c'est l'obligation de formation. Alors, chez nos voisins suisses, je me tourne vers mon voisin, qui, donc, vous l'avez compris, est suisse, il y a effectivement, notamment pour les personnes qui souhaitent détenir un chien, une obligation de formation. Alors, ce n'est pas très long, hein. Ça dure, je crois, une 8aine d'heures, et à l'issue de laquelle on a un permis de détention d'un animal. Mais l'intérêt, effectivement, de faire ce type de formation, c'est qu'on va pouvoir avoir un minimum de connaissances sur la biologie de l'animal, sur l'éthologie de l'animal. Quelqu'un qui possède un chien, qui, par empathie, par amour même pour son chien, tous les matins va lui donner un gâteau. A priori, vous allez me dire, cette personne, effectivement, elle essaie de mettre son chien dans une situation confortable. Si le chien est en surpoids parce que ça se voit de plus en plus, quelles sont effectivement les conséquences de cet acte qui, au départ, peut être un acte effectivement affectueux ou d'amour d'une personne à l'égard de son animal. Donc, il me semble important que tout un chacun, on ait des connaissances sur la biologie, sur l'éthologie des animaux avec lesquels on va être en contact. Cette obligation de formation, elle s'impose aux particuliers, vous l'avez compris, mais à tous les professionnels. C'est-à-dire que toutes les personnes amenées dans le cadre de leur activité à être en contact avec un animal doivent avoir un minimum de connaissances sur, effectivement, les animaux qu'ils vont avoir en charge, d'accord? Parce qu'il faut comprendre que quand on est en lien avec un animal, on est responsable de celui-ci. Donc ça veut dire des droits et des obligations à l'égard de l'animal. Autre possibilité, on a parlé des problèmes de contrôle, c'est effectivement de pouvoir renforcer les contrôles. Alors, comment peut-on renforcer ces contrôles? Eh bien, j'aborde d'abord le deuxième point, permettre aux associations de protection animale, effectivement, d'agir. Parce qu'on se rend trop compte, je pense à des gens qui en ont fait l'expérience, on se rend trop compte que quand on appelle en disant, eh bien, là, il y a des situations de maltraitance, qu'est-ce que je peux faire? Qu'il y a des dépôts de plainte, ça n'aboutit pas toujours. Et que des fois, eh bien, c'est une fois que c'est trop tard, une fois que les animaux sont morts, qu'on va pouvoir agir. Donc, il va falloir effectivement renforcer les contrôles, donner les moyens à ceux qui sont déjà investis dans ces démarches-là de participer. Vous avez un autre élément qui est indiqué ici, c'est le fait de pouvoir faciliter le signalement des situations de maltraitance. Alors en Belgique, c'est assez récent, mais depuis le début de l'année, il existe un conseil du bien-être en Wallonie. Et ils ont justement institué, alors c'est très simple, il y a un formulaire sur Internet qui permet à tout un chacun
de signaler une situation de maltraitance. La personne, si elle le souhaite, peut rester anonyme. Si elle ne le souhaite pas, il n'y a pas de difficulté, elle pourra se faire connaître. Mais tout un chacun a la possibilité, par, j'allais dire, un simple clic, de pouvoir signaler une situation de maltraitance. Donc on peut peut-être s'inspirer, hein, on a vu les Suisses, je parle maintenant des Belges, on peut s'inspirer, à mon avis, à juste titre de ce que font nos voisins. L'autre problème qui me semble aussi nécessaire de résoudre, c'est la question de la formation des juges. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait effectivement deux possibilités. Soit nous sommes en situation de mauvais traitement, soit nous sommes en situation d'acte de cruauté. Qui va décider si c'est un acte de cruauté ou si c'est un mauvais traitement? Cette décision, elle relève de ce qu'on appelle le pouvoir discrétionnaire du juge. C'est-à-dire que lorsqu'un juge est saisi d'une affaire de maltraitance, il va effectivement appliquer une sanction. Donc, si lui-même n'est pas sensibilisé au cours de sa formation, il va être difficile d'établir s'il est en présence de ce qu'on peut qualifier un mauvais traitement ou un acte de cruauté. J'ai pour habitude de prendre un exemple qui me semble assez évocateur dans ce domaine-là. Il y a eu une fois dans une affaire, une décision de justice, où l'auteur a été condamné pour mauvais traitement. Donc je vous rappelle, un mauvais traitement, une peine maximum de 750 €. Finalement, pas très dissuasive. Et en fait, eh bien, cette personne avait attaché son chien sur son balcon, lui avait laissé gentiment à boire et à manger, simplement pour pas que le chien aboie, lui avait posé une muselière. Eh bien, il a été considéré que nous étions dans une situation de mauvais traitement. Donc, voilà, je laisse à tout un chacun le soin, effectivement, de se demander si c'est bien un mauvais traitement ou si nous sommes dans l'acte de cruauté. Parce que, certes, la personne va pouvoir faire état qu'elle n'avait pas la volonté de faire souffrir son chien. Là, on est vraiment typiquement dans une situation où elle n'a aucune connaissance des besoins de l'animal. Se dire qu'un animal peut passer plusieurs jours attaché sur un balcon en plein soleil en ayant une muselière sans pouvoir manger et boire, je crois que même des très jeunes enfants peuvent se rendre compte que ce n'est pas une situation normale. Adapter les sanctions. À quoi je fais référence ici? Eh bien, donc on vient d'en parler, des sanctions. Il faut savoir quand même qu'actuellement dans notre droit, le vol de l'animal est sanctionné plus sévèrement que l'acte de cruauté à l'égard de l'animal. Le vol d'un animal, donc, l'animal reste quand même un bien qui appartient à un propriétaire. Le fait de voler ce bien à quelqu'un est susceptible est passible d'une sanction qui peut se monter, d'une amende qui peut se monter à 45 000 € et 3 ans d'emprisonnement. Alors que l'acte de cruauté, je vous rappelle, 30 000 €, 2 ans. Donc il me semble quand même qu'il est nécessaire, dans la mesure où on sent qu'il y a eu effectivement une évolution de la législation et le législateur, en intégrant dans le Code civil la notion de l'animal être vivant sensible, il est nécessaire d'adapter nos dispositions pénales. Maintenant, il faut aller au bout de la démarche. L'autre sanction, c'est que quand quelqu'un, effectivement, est à l'origine d'un acte de cruauté ou d'un mauvais traitement, il peut y avoir une interdiction de détenir un animal, mais une interdiction temporaire. Je crois qu'effectivement, ça serait également là un message important que de faire savoir à tous ceux qui sont auteurs de ce type d'acte que l'interdiction sera une interdiction définitive. Voilà, je vous remercie de votre attention. Nous avons élaboré au niveau constitutionnel en Suisse, au niveau législateur en Suisse, pour toute la Suisse, et au niveau de l'enforcement au canton de Zurich, donc c'est comme un département, au canton de Zurich, de faire des pas en avance. Donc, par exemple, en comparant maintenant avec ce que nous avons entendu par Muriel, l'animal fait partie de la Constitution suisse, la protection des animaux fait partie de la Constitution suisse depuis 1973. Nous avons une loi complète et ample qui tient compte de tous les animaux en Suisse, au moins les vertébrés, depuis 1978, et nous avons une révision totale de 2005-2008. Sur la base, nous avons changé la Constitution, c'est un peu ma proposition, non seulement de protéger l'animal contre la souffrance, ça serait déjà formidable si
l'animal soit complété de la souffrance d'une manière complète, mais aussi dans sa dignité, dans son bien-être, dans son intérêt d'être, de pouvoir garder son intégrité. Nous parlons de dignité de l'homme, et en Suisse, depuis 2001, nous parlons aussi au niveau constitutionnel, maintenant au niveau législatif, de la dignité de l'animal, et ça fait une sacrée différence. Bien sûr, nous connaissons, et tous les connaissent, j'ai reçu un email par un copain juridique de l'Angleterre ce matin, qui dit que l'enforcement est un grand problème aussi par la RSPCA en Angleterre. Nous avons tous, partout au monde, le problème de l'enforcement, aussi en Suisse. Qu'est-ce qu'on s'est dit en Suisse? Premièrement, on va faire une collection de tous les cas de maltraitance qui ont ou bien été jugés en manière positive ou négative, et comme ça, nous avons une collection de 14 000 cas, base de données, donc nous savons exactement quels sont les fines, les amendes, etc., les problèmes juridiques. Nous pouvons comparer les cantons. Et ce qui était quand même assez malin, je pense, c'est on s'est dit les animaux ont besoin d'un propre avocat qui a la possibilité de porter parole du point de vue juridique dans les cas pénals contre le détenteur lui-même, qui lui-même est responsable pour la souffrance des animaux. Qui parle pour les animaux? C'est pas très souvent le policier, c'est pas très souvent le procureur, mais on doit renforcer ceci. Nous avons changé le système au canton de Zurich en 1991. Nous avions eu pour 19 ans le rôle de l'avocat pour les animaux. Moi, donc, j'ai soutenu les deux personnes avant moi du point de vue juridique, et moi, j'étais l'avocat des animaux du canton de Zurich pendant 3 ans, et j'avais à peu près 700 cas sur ma table de maltraitance, de cruauté, donc 200 par an, et où j'ai proposé l'amende, j'ai proposé de demander encore d'autres témoins, etc. Et par ce système et par tout le système juridique, nous pouvons dire que nous avons fait aussi de très grands pas en avance concernant l'enforcement de la loi je dirais, ce n'est pas la vie en rose en Suisse, bien sûr que non, mais quand même sur un assez haut niveau que c'est enforcé. Par ceci, nous nous sentions, avec Sabine Brel, souhaites-tu? Là-bas, merci. De faire des pas en avance au niveau de Global Animal Law, donc de collecter toute la législation mondiale et de proposer au niveau local qu'est-ce que Paris peut faire, qu'est-ce que Nice peut faire, au niveau de département Var, département et les autres départements, ou les cantons, ou les Bundesländer en Allemagne, ou les States and Territories en Australie, qu'est-ce qu'ils peuvent faire eux-mêmes, et au niveau national, quelles sont des mesures à prendre. Et non seulement, et ça, je trouve assez malin, on s'est dit, il s'agit de faire une séparation, quels sont les buts de prendre, donc assez traditionnels, modernes, visionnaires et utopistes. Et par ça, on peut dire ce qui est visionnaire pour la France, par exemple, d'avoir une législation complète sur la loi des animaux, c'est, je dirais, nul. Je parle de l'Allemagne. L'Allemagne, depuis dans les années 30, l'Allemagne était le premier pays du monde d'avoir une législation complète sur tous les animaux, non seulement au point de vue pénal, mais aussi administratif. La Suisse, depuis 1978, donc 78, aussi, l'Allemagne aussi, donc pour comparer les législations, nous avons sur Global Animal Law,
on a fait, avec l'aide de Sabine Brels, la banque de données. Je pense qu'elle est actualisée au niveau quotidien. Donc, c'est une pièce de référence. Là, vous trouvez tous les législations. Comme ça se fait. Les législations nationales et internationales. Maintenant, je voudrais bien vous montrer la matrice, puisque ça va vous donner une idée des propositions. Là où nous y sommes, ce sont des propositions pour un meilleur monde pour les animaux par la loi. Nous insistons que la loi nous aide pour la protection des animaux, puisque l'éthique est importante, mais l'éthique ne peut pas être renforcée. La loi peut être renforcée et doit être renforcée. Raison pourquoi nous aurions toujours un petit delta, une différence entre les positions éthiques, par exemple de devenir végétarien ou végétalien, de ne pas porter de fourrure, etc., etc. Mais au niveau de la loi, les propositions sont plus modestes puisqu'on a besoin de la majorité de la population, des parlements pour changer la loi. Et les éthiques peut être aussi un peu mon opinion privée. L'industrie pharmaceutique a une autre éthique et les éleveurs aussi des bovins ont une autre éthique. C'est pour ça que la loi est si importante. Donc là, nous voyons avec cette Gall Matrix des propositions au niveau... Ah oui, ça se voit ici. Ça marche. Et la technique, c'est toujours un peu... On sait pas. Là, on voit au niveau local qu'est-ce qu'on peut faire, district, national, régional, international et universel. Donc cette petite roue, elle tombe en vie quand on joue un peu avec. Là, par exemple, nous parlons du changement de la législation. Qu'est-ce que peut être utopiste, ici le U, qu'est-ce que peut être visionnaire, donc c'est un peu peut-être dans 7 ans, l'utopie, disons 12 ans, 20 ans. Ça, c'est moderne. Et ici, au niveau national, donc pour toute la France, qu'est-ce qu'il est quick win, qu'est-ce qui peut être réalisé à court terme. Là, je pense pour la France, pour la France, pour faire un pas en avant, pour la France, je vois comme quick win, là, ça va dans les détails, une législation complète qui prend tous les animaux à son cœur, au moins les vertébrés. C'est difficile à comprendre pourquoi ça ne s'est pas fait, puisque ça ne suffit pas d'implémenter au niveau de règlement, donc ce sont des régulations au niveau les plus petits, les moins efficaces, de régler ceci qui est si important au niveau où ça ne se trouve pas. On demande des juristes en France où ça se trouve ceci et cela. C'est difficile à trouver la législation. Comment enforcer une législation qu'on ne trouve pas? Puisque ce sont des codes, dans le code rural peut-être ici, donc d'ici à là-bas, ce n'est pas complet. On veut un clic et savoir le contenu. En Suisse, par exemple, qui est sur la base de la dignité de la création, nous avons une législation, même déjà traduite en français. Tout est là. Donc c'est copy-paste, c'est tout facile de prendre une législation complète de base avec la loi et l'ordonnance, qui est quand même un assez grand bouquin, sur la base de la science d'éthologie, surtout des années 70, 80, 90. Donc l'éthologie joue un rôle très très important, comme on l'a déjà entendu, mais la date de base est encore beaucoup plus âgée
et l'éthologie en Suisse joue un grand rôle. Comme Quick Win, ça serait formidable. Ce que je vois aussi, et ce qui serait très très important, et ça a l'air peut-être un peu vieux jeu ou académique, c'est de planter l'animal dans la Constitution française. Pourquoi c'est nécessaire? Donc, nous cherchons la protection des animaux ou le bien-être des animaux en vain au niveau constitutionnel, mais c'est très important. L'Allemagne l'a fait, l'Autriche l'a fait, la Suisse l'a fait en 1973 et l'a refiné avec la dignité de la création. Après, c'est très très important puisque, premièrement, ça force l'État de devenir actif. Donc, si l'État doit investir dans la science de la protection des animaux, dans les universités qui veulent donner des cours de protection des animaux, il a le devoir de le faire puisque c'est un devoir constitutionnel. Deuxièmement, de chasser, de faire la recherche avec des animaux, de faire du fric, donc tout simplement de faire de l'argent avec des animaux, c'est un droit constitutionnel du citoyen français. De protéger les animaux, c'est juste une condition un peu, on essaie d'éviter, mais ça n'a jamais le poids qui peut étrangler ou restreindre un détenteur qui se met en fonction d'un droit constitutionnel. C'est pour ça, pour dire, est-ce que la souffrance d'un animal est aussi grande qu'il puisse réduire la liberté d'un déteneur d'un animal? C'est pour ça, pour faire cette balance, on a besoin d'avoir la protection des animaux au niveau constitutionnel. Il y a 2 jours en Suisse, au canton de Zurich, il y avait une décision d'un, c'est pas le tribunal, c'est le chef du département, en disant que telle et telle expérience avec des singes devrait quand même être possible, même que les singes souffrent, mais le but pour lequel ils souffrent justifie leur souffrance. Bien sûr que les protecteurs des animaux ne sont pas d'accord, mais au moins, ils ont la possibilité d'attaquer cette décision et d'aller en cours. Puisque dans le temps, on s'est dit que les animaux ont besoin d'une voie juridique. Je ne pense pas que ça pourrait se faire en France maintenant, mais pourquoi créer des lois qui ne peuvent pas être contrôlées s'ils sont enforcés par un juge? C'est pour ça qu'on doit donner des voies aux animaux au niveau pénal et au niveau administratif. Nous sommes à l'éducation des policiers, des juges, des procureurs, etc., mais aussi des protecteurs et des protectrices des animaux au niveau légal, législatif. C'est assez délicat. Quel acte a été fait intentionnellement ou par négligence? Comment décrire une cruauté? J'ouvre une parenthèse peut-être un peu choquante, mais j'ai fait partie d'un discours. Qu'est-ce qui est plus cruel? Par exemple, nous avons une vache qui souffre pendant 2 ans, qui ne peut pas se bouger et qui a mal au niveau quotidien, avec des nécroses partout, pendant 2 ans, ou de couper la tête avec un coup à un chat, qui se fait de temps en temps en Suisse, en France. C'est pas beau, c'est dégoûtant, mais le chat souffre peut-être, je dis, 20 secondes, 30 secondes. C'est choquant de le voir, mais la mort est subite et peut-être que le chat avait une bonne vie avant. Alors on dira, un grand choc, mais quel monstre de personne de faire ceci. Mais la souffrance du niveau objectif est beaucoup plus courte que 2 ans d'une vache qui ne peut jamais se tourner
et qui souffrent jour et nuit. Alors déjà, ce débat, est-ce qu'on se laisse mener par notre cœur qui est choqué ou un peu par le point de vue scientifique, qu'elle est cruelle ou non, veut dire ce sont des questions délicates qui devraient être partie de la formation de tous les gens qui s'occupent de l'enforcement de la loi. Je parle aussi de la dignité de la création. C'est important de protéger les animaux contre la souffrance. C'est, comme Jerry Bentham l'a écrit en 1789, c'est important. Nous protégeons des animaux puisqu'ils peuvent souffrir, comme l'homme, et bien sûr la femme, peut souffrir. Nous devons protéger l'animal à cause de la même raison. La même année, 1789, et en France, peut-être c'est une date un peu connue, un philosophe danois a dit « on doit protéger les animaux, pas puisqu'ils peuvent souffrir, mais puisqu'ils ont une dignité. » Et de protéger la dignité d'un être humain va beaucoup plus loin. Donc, il a le droit d'avoir des contacts social, il peut s'exprimer il a beaucoup plus de liberté. Donc, si jamais, en 1789, les législateurs seraient penchés au lieu sur l'Angleterre, plus sur le philosophe danois, Laurie Smith, on aurait peut-être une discussion qui ouvrait plus le cœur que la discussion qu'on mène ici. Donc, une longue liste pour la France aussi, et avec le Global Animal Law Project, GAL Project, avec cette matrice, nous sommes en contact avec peut-être 25-30 spécialistes mondiaux, bien sûr, national, au niveau aussi international, pour pouvoir proposer au niveau national qu'est-ce que la Colombie, nous avons un ami colombien chez nous, qu'est-ce que la Colombie peut faire, qu'est-ce que la Belgique peut faire sur la base qui existe déjà. Nous parlons de l'esprit des lois de Montesquieu qui disait qu'il faut changer la loi qui explique, donc qui reflète la pensée d'une société en ce moment, sous les conditions de religion, de climat, etc., etc. Si, nous avons bien vu par Muriel Falaise, si l'opinion du public change, alors ça doit trouver un reflet, et bien sûr, tous les législations nationaux sont différents. Parlons court. Je me sens un peu coupé, puisqu'on pourrait discuter jour et nuit pendant 2 semaines sur les droits des animaux. Parlons un peu des droits des animaux, puisque c'est quand même écrit dans l'invitation. Au niveau national, oui, ça marche. Adoption veut dire la création de la législation. Nous parlons au Global Animal Law Project ici de animal rights. Veut dire que the basic principle of assigning animal legal right above a moral right is based on the idea of etc. Donc, c'est un projet aussi soutenu par Global Animal Law en disant que les animaux devraient avoir des droits. Entre nous soit dit, donc c'est bien, il y a des forces importantes qui s'occupent de ceci. Pour le moment, je pense, c'est comme monter le Matterhorn. Vous connaissez le Matterhorn en Suisse. De grimper le Matterhorn, il faut quand même une bonne préparation. Il faut se dire, peut-être ça va nous prendre 10 jours si on s'occupe ici à Paris d'y grimper. Donc, quels sont les pas jusqu'auxquels on pourra grimper le Matterhorn? Et avec le Global Animal Law, on peut dire, au niveau de utopie, c'est formidable d'avoir les droits des animaux. En quoi ils consistent exactement, on verra bien. Comme utopie, comme phare, formidable. Mais n'oublions pas que jusqu'à
ça se fasse, les animaux souffrent jour et nuit dans les abattoirs, chez les détenteurs, donc ici, comme utopie formidable, comme vision peut-être, mais les pas modernes à faire, là, la France a beaucoup à faire. Les droits des animaux, bien sûr, on peut dire formidable, on peut en discuter, et c'est un des premiers, c'est Ulpian, c'est un roman entre 170 et 228 qui a décrit que la loi que la nature a des lois éthiques. Cette notion de Naturrecht, des droits de la nature en soi, bien sûr, incluant les animaux, a été repris par le Codex Juris Civilis de Justinian dans le XVIe siècle après-Christ. Mais hélas, c'est quand même Descartes qui a pris un peu une position plus forte, donc c'est resté là et nous discutions des droits de la nature plutôt au niveau éthique. Ça a été repris aussi par les Américains et nous avons, c'est quand même charmant, un juriste français, Pierre Giberne, qui s'est dit on parle des droits des enfants, des petits-enfants, et on peut demander que les animaux aient les mêmes droits comme les enfants. Donc, il parlait donc des droits animaliers en 1931. Donc, nous avons certaines idées qui vont dans telle direction. Nous avons la Déclaration des droits des animaux de 78 ou 78 et une grande puissance d'Amérique. Nous avons Steve Wise, qui hélas ne peut pas nous rejoindre aujourd'hui. Il fait partie du Global Animal Law Project comme Grey Wolf, donc comme personnage important. Lui parle aussi de donner des droits, surtout aux singes, pour commencer aux singes, puisqu'il dit la sensibilité, le code génétique, etc., est si similaire. Pourquoi être si brutal de séparer les human animals et les non-human animals? Et là, il y a une grande discussion sur ceci. Ça, c'est son chemin formidable. Allez-y, dès que Steve va en parler. Beaucoup de pas à faire jusqu'ici. Nous plaidons un peu de discuter des questions éthiques et juridiques avec un cœur chaud, mais avec la tête un peu, je ne dirais pas froide, mais au moins un peu plus calmée, de penser en stratégie de long terme, de pas trop, donc d'essayer, et pour moi c'était terriblement difficile, ayant vu 700 cas de cruauté, donc 200 par an, ayant lu les explications stupides des détenteurs, pourquoi ils ont tué, pourquoi ils ont baisé leur chien, etc. Donc c'était épouvantable, mais je me suis toujours dit, quand je veux rester part de la solution et pas soutenir le problème, je dois rester émotionnellement chez moi pour pouvoir convaincre un juge, les politiciens et les scientifiques. Donc c'est pour ça que j'avais besoin d'une tête plus ou moins calmée. Je suis persuadé que nous pouvons tous ensemble, puisque la cause animalière nous concerne tous, de faire de grands pas en avant au niveau de département, au niveau local, au niveau de la France, avec un cœur chaud et la tête refroidie. Nous nous réjouissons de la discussion. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous deux. Je vais donc faire circuler un micro. Voilà, j'ai déjà un bras qui se lève. Oui, bonjour à tous, Sabine Brels, donc la manager du Global Animal Law Project. C'est pour ça que je me permets d'intervenir en premier pour assurer la continuité de ce que vient de dire Antoine.
Déjà, merci beaucoup pour vos présentations et Antoine aussi pour avoir parlé du projet. Donc, Antoine vous a présenté 2 de ses propositions qui sont dans la matrice. Et alors, l'idée du projet, c'est aussi justement de permettre à tout un chacun de faire des propositions pour faire avancer les législations, le droit animalier en règle générale. Et donc, c'est pour ça que vous êtes tous invités à aller déjà consulter le site, si ça vous intéresse, de voir les propositions qui sont déjà dans la matrice, et puis éventuellement de faire vos propres propositions si vous avez des idées. Et puis, il reste encore quelques trous dans la matrice si jamais vous voulez ajouter votre proposition, ou bien aussi faire d'autres propositions. Voilà, c'est toute l'idée d'avoir une plateforme participative en droit animalier. Aussi, donc, la base de données, elle est actualisée le plus possible. Mais pareil, si vous avez des informations sur des actualisations qui ne seraient pas en ligne, merci de nous en faire part. Comme ça, ça permet à toute personne intéressée d'avoir les dernières informations. Et dernière petite chose aussi, on a une page Facebook où on publie toutes les nouvelles, les nouveautés législatives et en matière de protection et d'avancée pour la protection des animaux. Donc vous êtes invités à aller consulter si jamais vous voulez vous tenir informé. Voilà, merci beaucoup et je passe la parole à la prochaine personne. Peut-être j'abuse du micro que j'ai déjà, de dire l'idée de ce projet. Ah, merci. Oui, merci. Bravo. Merci. L'idée de ce projet, c'est une convergence des pensées. À mi-terme, à long terme, nous pensons... Ah, il non, n'aime pas, hein. Du coup, il n'aime pas. OK. Et ciao. Nous pensons que tout ce qui a été pensé, décret et enforcé dans un pays peut aider un autre, et que tous les juristes du monde qui s'occupent de ce dossier pourraient participer en se disant ça pourrait être une dizaine de ruisseaux et tout d'un coup c'est un fleuve inouï, en disant pour la France, tous on veut ça comme prochain pas, en Amérique ceci, en Chine ceci, au lieu que chacun s'occupe et souffre en soi, voyant les trous législatifs. Là, avec ce modèle, nous pensons de motiver tous, de faire partie de la solution en tout. Nous sommes très faibles et ceux qui usent ou abusent ou utilisent les animaux sont très forts. Merci. Bien, merci d'abord pour toute cette globale stratégie pour les animaux. Je suis Catherine Bompard et je suis présidente du Mouvement pour les animaux qui a ce même état d'esprit. Et je voulais faire une proposition et savoir ce que vous en pensiez. Est-ce qu'il pourrait exister en France et dans les autres pays un code animalier comme il existe un code rural, un code civil, etc. Est-ce que c'est une bonne idée pour regrouper toutes les propositions, les réglementations, les lois, etc., sur la protection des animaux? Un code animalier. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il me semble que c'est une bonne idée parce que ça permettra effectivement une visibilité de l'ensemble des dispositions applicables. Rien n'interdit l'élaboration d'un tel code animalier. Bon, alors après, il faudra qu'on discute des termes qu'on utilise. Code des animaux, code animalier. Simplement, c'est un énorme travail. Donc, alors pourquoi pas en ce qui concerne la France, hein, effectivement, si on imaginait une législation générale, qu'après ça donne naissance à ce code animalier, tout à fait. Mais c'est une très bonne proposition. Plusieurs personnes y réfléchissent, mais c'est un travail de très longue... Actuellement, c'est un travail de très longue haleine parce qu'une des caractéristiques de notre pays, c'est effectivement que les différentes dispositions applicables aux animaux sont dispatchées dans différents codes. Code de l'environnement, code rural, code pénal, code civil, etc. Ça sonne un peu de la pensée de chacun qui a écrit un livre ou une thèse. Ça fait 5% d'inspiration et 95% de transpiration. Donc, pour y travailler, allez-y. Je pense que ça devrait être au niveau d'une loi
et non d'une ordonnance ou un code, d'une loi transparente, complète. Et je peux vous dire, au niveau mondial, les problèmes concernant les animaux sont partout plus ou moins les mêmes. Ils n'ont pas assez d'espace de mouvement, la nourriture est fausse, la cruauté se fait d'une manière systématique, puisque c'est une exception pour que l'éleveur peut, par exemple, prendre un entraîneur électrique, etc., tous les détails qui font une différence pour l'animal. Et en sachant que les problèmes sont partout les mêmes, on peut regarder où se trouvent les solutions. C'est pour ça que ici, vous trouvez des solutions, comment la Suisse, Israël, la Pologne, l'Allemagne a trouvé une solution pour les problèmes qui doivent aussi être résolus pour la vache qui ne rit pas toujours en France. Okay, here. Oui. Oh, hello here. First, to apologize for asking in English. I don't speak French. I will translate it afterwards. Je vais les traduire. Je vais traduire en français après. I'm sorry. Or Spanish. Sorry. So Just do it. the question is, you talk about the necessity of France adopt animal protection at a constitutional level. Yeah. Regarding this, since the Lisbon Treaty is already considered as that has a constitutional level, don't you think it's already at this level, even it's not in the Constitution of France, but it's already included the protection, or do you think it's not enough? And second, like regarding animal rights, don't you think that the protection of some rights, like in physical and moral integrity of animals, or even life, is already or can be already enough protected by criminal laws or criminal codes, or other, instead of a constitution? Because normally constitutional human rights that protects the constitution will not apply directly to animals, except freedom, maybe? I don't know. Donc, c'était bon, hein? Nous parlions du niveau constitutionnel. La question était si vraiment c'était besoin pour la France, en sachant que le traité de Lisbonne, au niveau européen, voit déjà la protection des animaux, prévoit déjà la protection des animaux. D'après mon opinion, c'est nécessaire de bien revoir si vraiment passer obligatoire de changer le statut juridique ou d'implémenter le statut juridique ou la protection juridique au niveau en France. Ce n'est pas une excuse que ça soit à Lisbonne, puisque ça ne donne pas, ça ne perce pas la disbalance judiciaire entre les droits fondamentaux des êtres humains et les intérêts de ne pas souffrir des animaux. J'ai écrit ma thèse sur ceci en 89, NMOF, donc protection des animaux et les droits fondamentaux, et je me suis rendu compte que seulement en ayant ceci au niveau national dans la Constitution, l'Europe ne peut pas remplacer la Constitution française, que cette balance pourrait se faire. La deuxième question, c'était si de prévoir la protection juridique au niveau de code pénal ne suffit pas, donc d'interdire les cruautés ou la maltraitance, ça dépend un peu des définitions, la cruauté ou les maltraitances, et de les punir si ce n'est pas fait. Je suis persuadé que ça ne suffit pas et ça ne suffit plus. Nous parlions de la loi de 1850
soi-disant protection des animaux. C'était la pensée de Immanuel Kant, qui disait on doit protéger les animaux en soi, mais c'est aussi l'intérêt public de ne pas être forcé de voir ceci. C'est pour ça que seulement cette maltraitance a été punie là. De punir quelque chose, c'est déjà beaucoup trop tard. La souffrance doit être immense qu'un maltraiteur soit vraiment puni. Nous avons la grande question mark, le grand trou concernant l'enforcement. Et si nous parlons d'évolution et de révolution, il ne suffit plus de dire qu'on doit protéger l'animal seulement contre la souffrance. Il s'agit d'intégrer l'animal et de déclarer la bienvenue de l'animal dans notre société à base juridique. Donc c'est bien sûr important que ce soit interdit, oui, puisque sinon personne ne s'en occuperait de toute manière, mais de faire un pas en avance sur cette base, on doit encore trouver des chemins d'une législation complète, je pense, assez facile à faire, c'est un peu de travail, mais ça pourrait se faire, et au niveau constitutionnel, qu'on trouve un chemin pour l'animal. La question la plus délicate, je me répète, mais ça me prenait quelques dizaines d'années pour le réaliser. Pour faire des pas en avance dans la cause animalière, il faut changer ou s'occuper de la loi. Si on veut changer la loi, il faut les meilleurs spécialistes qui connaissent les problèmes et qui sont capables de trouver les solutions. Dès qu'on a les solutions concrètes, on doit ouvrir cœur et tête des politiciens. Et ce n'est pas toujours très facile. Et on a besoin de la plupart des politiciens, puisque c'est ça le jeu démocratique. Donc d'avoir des idées farfelues, géniales, etc., c'est formidable, surtout quand on peut parler de vision, d'utopie, mais on doit trouver une majorité de la population, de la société et des politiciens, en sachant que, par exemple, le président des chasseurs français, qui m'a invité pour un discours sur la protection des animaux, est un ami personnel de tous les des 5 présidents du Sénat français. Veut dire que ce sont tous des chasseurs. Est-ce que je dois finir la phrase? Merci. Encore quelque chose? Non, on va laisser d'autres questions. Oui. Alors, je voudrais vous remercier pour toutes les explications que vous avez données, mais vous n'avez pas du tout abordé le sujet de la viande de chien qui continue à être consommée en Suisse. J'ai une lettre du président de la Confédération qui date, malheureusement je ne l'ai pas avec moi, qui date de 3 ans et qui confirme que dans certains cantons, on continue à manger des chiens. D'autre part, en ce qui concerne la vivisection, elle est toujours existante en Suisse. En ce qui concerne l'abattage rituel halal et cachère, là, je n'ai pas la réponse. Si vous voulez me donner la réponse. Merci. Une de mes chanteuses préférées, c'était Edith Piaf, qui chantait La vie en rose. Et comme j'ai dit, la vie n'est pas du tout en rose en Suisse non plus. Je sais qu'il y a une quantité des gens, une pensée traditionnelle qui n'est pas la mienne. Une opinion, je suis végétarien depuis une trentaine d'années, pas de viande, pas de poisson, à titre personnel. Non, mais c'est à titre personnel, chacun sur soi. Je pense au niveau juridique, dès qu'on a 9 à 12% de végétariens, comment changer une législation où on a besoin de 51? Alors, là, c'est un fait, et que ça se fasse encore
à quantité, à une certaine quantité. Chaque douleur qui est inutile est une tragédie pour l'animal. Là, je suis bien d'accord. Ce qui est interdit au niveau législateur, c'est de faire le trajet de cette viande. Donc, le boucher n'est pas autorisé de vendre cette viande de chat et de chien. Ce sont surtout, dans le temps, il y avait des aspects d'hygiène, mais pour moi, de toute manière, pourquoi un lapin, oui, et pas un chien, et pourquoi le lapin en soi, ça se fait encore, et je pense que j'avais l'impression, quand ça, de temps en temps, on la discute depuis une trentaine d'années, que ça pourrait se laisser interdire en Suisse, et même, nous avons aussi bien sûr là la question d'enforcement de la loi, surtout qu'on a encore le choix de ce qu'on veut manger. Ça, oui. Depuis 1893, c'est la première initiative populaire, la production des animaux cachers et halal a été interdite en Suisse. Et ça ne se fait au niveau légal, ça ne se fait pas. On a trouvé un chemin dans le temps qui n'est pas très appétissant, mais malin, pour les juifs et pour les musulmans, c'est de importer la viande cachère et halal. Et pour me rendre compte de quoi il s'agissait, avec mes étudiants, je donnais des cours à partir de 1985 et 86 sur la protection des animaux en Suisse. Alors, périodiquement, nous sommes allés à un abattoir pour voir ce que ça donne là-bas. Et j'étais à l'abattoir de Strasbourg, rituel et non rituel, qui m'a motivé d'arrêter de manger la viande à titre personnel. Et là, donc, une grande partie est abattue à Strasbourg et importée en Suisse. Mais en Suisse, c'est interdit en déléguant le problème en France, en espérant peut-être que ça s'interdise aussi en France. Nous avons quelques signaux. La troisième question, c'était laquelle, chère madame? La vivisection, donc les expériences sur les animaux. Aussi en Suisse, vous le savez, avec l'industrie très très forte pharmaceutique, hélas, et avec les universités fortes, avec surtout l'école polytechnique mondialement connue, les universités, ça se fait encore. Il y avait un très grand déclin de, je crois, 2,1 millions dans les années 90 à 700 000 dans les années peut-être 2005. Maintenant, avec le problème de génie génétique, ça reprend, et la science reprend sur ce niveau. C'est du point de vue de l'animal une grande souffrance, non seulement l'acte, l'expérience en soi, mais toutes les conditions qui sont complètement artificielles, comme un cochon transgénique n'a rien à faire avec un cochon de production. Donc c'est totalement clinique, et là, Descartes pourrait vraiment dire que c'est animal-machine. Que faire? Dans ce contexte, il y avait 6 initiatives populaires qui demandaient au moins une réduction ou un abolissement total, au moins une forme plus ou moins tempérée a été la base pour refiner et aller plus loin pour la protection des animaux à l'expérience. Au moins, je pense que ça ne peut pas rester au niveau administratif. Les protecteurs des animaux, pour les animaux, doivent porter leur voix et
porter et donner les décisions. Est-ce que c'est utile, inutile? Est-ce que la souffrance est trop grande vis-à-vis du soi-disant progrès scientifique? Est-ce que c'est justifié ou non? Au moins que ça soit légal. Et nous avons, comme je vous ai parlé, au canton de Zurich, où le tribunal fédéral, il y a 3 ans, a interdit des expériences sur des singes spécifiques, au moins que ça devienne juridique, au moins que la plus grande souffrance soit interdite, et il y a beaucoup de puissance qu'on réduise la souffrance, qu'on se penche plus sur les singes, mais surtout sur des rats, puisque, et on peut se dire pourquoi les rats et pas les singes, donc un grand débat à niveau quotidien pour réduire aussi ceci. Ce n'est pas la vie en rose, mais au moins il y a des structures juridiques dans une loi qu'on peut revoir ou qu'on peut réviser, refiner au niveau démocratique pour faire des progrès ici. Et je pense aussi, nous parlions de la formation, depuis une quinzaine d'années, les scientifiques, les chercheurs sont éduqués comment faire l'expérience, éduqués d'une manière éthique, qu'est-ce qui est encore éthiquement et de la base juridique justifiable, quoi ou non. Il y a des commissions qui s'en occupent, eux aussi éduqués. C'est dans ce contexte, comme Montesquieu le dirait dans l'esprit des lois, c'est je dirais l'optimum, pas le maximum, qu'on peut faire en Suisse. Il y a encore certains pas à faire, et là je suis complètement de votre avis. J'aimerais être plus impatient, mais ce n'est pas bien pour mon bien-être personnel. Alors, j'ai une question pour Muriel. Je vous remercie. Alors, moi, je suis membre de PETA, donc membre actif de PETA, et de l'association Animalasia. Donc, je suis membre d'honneur contre la torture de la bile des ours. Je parais d'un ours, d'ailleurs. Alors, si je résume un petit peu ce que vous dites, vous deux, c'est qu'on a trouvé des moyens de contourner les lois pour exploiter l'animal et continuer de l'exploiter par tous les moyens. C'est une espèce de parade, toutes ces lois, pour nous, parce que nous, on est dans l'actif et nous, on essaie de faire appliquer vos magnifiques idées. Alors, on se rend compte que, naturellement, c'est détourné. Si je prends l'exemple des cirques, par exemple, avec tous les codes sur lesquels ils jouent, ils se donnent la permission de tout et de les torturer. Pour moi, c'est une barbarie légalisée en général. Alors moi, c'est plutôt une constatation d'un portrait plutôt noir dans tout ce que vous dites. Parce que si, par exemple, toutes ces lois, elles sont bafouées pour nous, les actifs. Si je prends la loi de 1850, elle ne s'applique pas pour la corrida. Décret... Juste, je vous interromps 2 secondes. Moi, toutes les législations que je vous ai présentées, elles ne s'empilent pas les unes. Il y a un certain nombre de textes qui ont été abrogés, qui ont été remplacés par d'autres. D'accord ? Je vous ai montré, moi, l'évolution. Ce qui nous a permis d'en arriver, effectivement, à une certaine situation législative, qui, je pense, à juste titre, vous soulignez, n'est pas satisfaisante. Mais voilà, je vais le dire autrement, c'est-à-dire qu'en fait, malgré toutes ces lois qui ont été pendues, donc, par exemple, le décret de 94, comme donner la mort, ça ne s'applique toujours pas sur la guérilla, malgré ces décennies, ces centaines d'années, parce que vous dites qu'il y a une avancée, mais je ne sais pas laquelle, parce que si je pars de 1804 à la loi de 1999 du bien-être vivant, ça fait presque 200 ans. Alors, quelle avancée ? Je ne sais pas, parce qu'il y a de plus en plus d'élevage intensif, il y a de plus en plus d'expérimentation animale. Ils échappent à toutes ces lois par la tradition, par des faibles condamnations, par exemple, les films ont le droit de torturer les animaux. Je prends le cas de Bit, par exemple, puisqu'il n'y a pas un bureau qui constate l'état des animaux sur place en France, contrairement en Amérique. Donc, si eux ont envie de solliciter 30 millions d'amis, par exemple, pour faire
un constat sur l'état de leurs animaux, ils ont la liberté de le faire ou de ne pas faire. Donc ça, il faut le savoir. Hein. Donc ça, c'est toute une façon de contourner tout ça. Le poste de référent bien-être a été supprimé selon L214 du vétérinaire hein, dans les élevages. Ce qui explique pourquoi les animaux sont autant maltraités dans les élevages, puisqu'il a été supprimé. Les vétérinaires sont complices aussi dans les élevages. Hein, donc c'est encore une fois ce qui explique l'état des animaux dans les élevages. Quelles sont les excuses au fait pour les élevages? Ils ne sont pas dans la tradition. Alors pourquoi ils échappent à toutes ces lois? Voilà la question déjà que je voulais vous poser. Alors, moi, je voudrais quand même tempérer un Oui. tout petit peu. Alors, je comprends votre expérience. Vous êtes sur le terrain, vous voyez effectivement des choses que d'autres ne voient pas derrière leur bureau en train d'essayer de monter des textes. Là, je suis d'accord avec vous. Simplement, de dire que les vétérinaires sont complices, je ne crois pas qu'on puisse généraliser et dire que les vétérinaires sont complices. Vous nous dites que ces lois elles ne servent à rien. C'est simplement, elles servent à les contourner. Là, je ne partage absolument pas votre avis. Il y a effectivement une réglementation et après, il y a une manière, je suis d'accord avec vous, il y a une interprétation. Quand je vous parlais du pouvoir discrétionnaire du juge, pour déterminer si on est dans le cadre d'un mauvais traitement ou d'un acte de cruauté, et c'est pour ça que j'insistais également sur le fait de la formation. Ce que vous pouvez constater, tout le monde ne le constate pas. Le législateur ne le constate pas nécessairement, les juges pas nécessairement non plus. Donc, quand vous parlez de l'élevage intensif, je pense qu'un éleveur qui se retrouve dans cette situation-là, il n'a pas nécessairement toujours fait le choix d'être dans cette situation-là. Il s'est retrouvé parfois, en quelque sorte, obligé, parce qu'il y a eu des subventions. On est dans un système où, effectivement, on lui a dit à un moment donné, eh bien, il faut faire de la masse. Hein, il y a des subventions européennes qui vont tomber en fonction du nombre de bêtes, du nombre de têtes, donc on va augmenter. Tous les éleveurs ne sont pas nécessairement heureux de cette situation. Inversement, vous avez des élevages de petite taille dans lesquels les bêtes ne sont pas mieux traitées que dans d'autres élevages. Hein. Ce n'est pas nécessairement, j'allais dire, la taille qui va faire qu'on est dans un mal-être de l'animal ou dans un bien-être. Alors, je suis d'accord avec vous qu'on a un moyen, qu'on est très fort en France pour détourner un certain nombre de législations. Vous parliez du cirque. C'est vrai que là encore, on a une exception française. Hein, je crois qu'on ne peut pas en être fier loin de là, qui fait que dans notre pays, actuellement encore, on n'a pas de législation qui interdise la présence des animaux sauvages dans les cirques. Alors après, ça relève du pouvoir du maire de pouvoir effectivement prendre des arrêtés municipaux. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est vrai que sur les 28 États européens, il y en a déjà 18 qui ont interdit totalement ou partiellement la présence des cirques. Donc là, la loi, elle a quand même un rôle. Parce que le jour où, effectivement, le législateur français interdira et ne raffinera pas simplement la législation, on pourra effectivement aller dans des juridictions. Mais ça veut dire qu'il faut effectivement qu'il y ait des associations qui puissent continuer à œuvrer. Alors, quand je parlais tout à l'heure de permettre aux associations de s'impliquer davantage, ça veut dire éventuellement, je n'ai pas la solution miracle, hein, mais éventuellement, pourquoi certaines associations ne seraient pas habilitées pour pouvoir effectuer des contrôles? On sait qu'on a un problème, on manque de moyens financiers humains. Donc on peut peut-être effectivement se tourner vers certaines associations qui seraient habilitées, parce qu'effectivement, il ne faut pas non plus tirer à boulet rouge sur tous les éleveurs. D'accord ? Moi, je crois que l'idée, ce n'est pas de faire le procès de quelqu'un nécessairement pour se dire, lui, il est mauvais, nous, on est bon. Je crois que là, on se trompe si on va dans cette direction-là. Mais c'est vrai que vous mettez en avant la législation, il faut un cadre de toute façon. Pour qu'on puisse avancer, il faut nécessairement un cadre pour pouvoir ensuite pointer du doigt les personnes qui vont contourner ce cadre. Mais je suis d'accord avec vous que le travail est encore très long. Voilà, je voulais juste vous poser la question. Oui, on a vu. Voilà, moi je ne comprends pas, et je ne prenez pas ça comme une attaque, parce que je suis très respectueuse de votre travail à tous les deux, mais je ne comprends pas qu'on puisse dire que manger de la viande est un choix personnel à partir du moment où ça implique des milliards de morts d'animaux. Ça n'est pas un choix personnel. Donc je ne comprends pas pourquoi le végétarisme, voire le végétalisme, n'est pas plus mis en avant dans toutes les associations de défense animale et notamment dans votre Global Project, parce que c'est là où meurent les animaux, c'est plus de 90% des animaux qui meurent dans les abattoirs. Donc il me semble que ne pas parler de végétalisme, pour moi, c'est criminel, excusez-moi. Donc voilà, c'est pas un choix personnel, d'autant plus que... Je ne me sens pas criminel. Et si vous dites que ce n'est pas personnel, de traiter quelqu'un comme criminel, c'est criminel en tant qu'avocat. D'accord. Alors, donc juste, encore une fois, je ne veux pas vous offenser, je vous dis simplement ma pensée. C'est criminel que vous faites. En tout cas,
voilà, vous dites c'est un choix personnel. Je pense que l'État décide pour nous en donnant des millions aux industries, aux élevages, aux éleveurs, en taxant les végétaux. Notamment, j'ai encore lu un article dans Le Parisien hier où la margarine est taxée à 18%, la margarine végétale, et tandis que le beurre est taxé qu'à 5% de TVA. Donc on fait tout pour nous faire consommer des animaux et des sous-produits animaux. Donc voilà, je voulais savoir pourquoi, sachant que manger de la viande, c'est mauvais pour la santé des animaux, c'est mauvais pour notre santé, c'est mauvais pour l'environnement, pourquoi ne pas parler plus de végétarisme, de végétalisme? Merci. Alors, je me permets de vous répondre, si Antoine, tu es d'accord. En tant que GAL, la manager de GAL vous répond. Alors, c'est gentil. Okay. Bon, alors, on m'invite à aller sur la scène, donc je me permets encore. Merci. Je me permets de vous répondre aussi. Moi, je suis végane depuis plusieurs années. Et l'objectif du Global Animal Law Project, donc, c'est pas en soi d'être une association végétarienne ou végétalienne. Ça n'empêche pas qu'on puisse l'être personnellement en tant que co-directeur de ce projet. C'est une plateforme juridique, donc il faut bien l'entendre. On fait des propositions juridiques, d'accord, pour adopter, améliorer, mieux appliquer et également mieux éduquer sur tout ce qui concerne le droit animal ou le droit animalier. Après, dans les propositions qu'on a formulées dans la matrice, donc il y a justement les étapes à franchir, dont les étapes visionnaires, voire utopiques, consacrent évidemment des droits aux animaux, dont le droit à la vie, à la liberté, à l'intégrité, qui, évidemment, par voie de conséquence, implique aussi le fait de ne pas en user ou en abuser pour les intérêts humains à partir du moment où toutes les souffrances impliquées sont des souffrances évitables. Donc voilà, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais en tout cas... Voilà, le Global Animal Law Project n'est pas une ONG classique de protection animale qui va faire comme PETA et autres du terrain. Donc c'est plus des propositions, on va dire, qui concernent la science du droit, où on réfère à des articles, à des thèses ou à des livres donc, de droit, voilà. Et où là, voilà, ça n'empêche pas que moi, la première, comme je l'ai fait la semaine dernière ici, je suis la première à dire que voilà, c'est une urgence globale d'aborder le problème de l'élevage de masse et de meurtre de masse des animaux pour la consommation humaine, tant sur le plan de la santé humaine et des problèmes humanitaires que de l'environnement et bien évidemment du bien-être animal en lui-même. Donc là, on est tout à fait d'accord là-dessus. Toutes les données scientifiques sont là. Après, pour l'instant, c'est un choix de morale, c'est un choix éthique individuel qui, selon moi, là, personnellement, je ne parle pas au nom du Global Animal Law Project, qui, encore une fois, ce n'est pas son objectif, mais devrait devenir un impératif politique global. On est bien d'accord. Après, voilà, comme Antoine l'a dit, à partir du moment où la majorité n'est pas présente, ce sont des campagnes qui doivent exister, comme le mouvement d'abolition de la viande, hein, qui ont le mérite d'exister, mais qui ne remporteront pas de majorité politique. En tout cas, peut-être que ça va être amené à changer très très vite, hein, parce que là, toutes les données scientifiques et le mouvement populaire en faveur du végétarisme, du végétalisme et du véganisme prend une ampleur considérable et très rapide, donc peut-être que ça va être amené à changer très rapidement. Finalement, voilà, peut-être qu'une proposition aujourd'hui utopique pourra être, et on l'espère, la réalité de demain. Mais voilà, donc je pourrais continuer à vous parler, mais je ne sais pas trop si j'ai répondu à votre question, et je passe la parole à Antoine si jamais tu as quelque chose à ajouter. Non, voilà. Bon. Merci. Moi, je vais me permettre d'ajouter quelque chose, si vous voulez bien. Je pense que toute disposition obligatoire est attentatoire à la liberté. Donc, ce qui me semble important, c'est que chacun puisse choisir en toute conscience. Alors excusez-moi, mais alors à ce moment-là, si on va au bout de votre raisonnement, quand un loup mange un lapin, je ne suis pas sûre qu'on demande son... Eh oui. Non, laissez-moi finir. Ce qui me semble important, c'est qu'on ait les moyens de choisir. Et de faire ça, et de, effectivement, décider ou non si on cautionne un certain système. Pour cela, par exemple,
Il y a des gens, effectivement, tout le monde n'est pas obligé de devenir végétarien, végétalien, véganiste. D'accord ? Ce qui est important, c'est de permettre aux gens, alors vous faisiez état de différence de traitement en termes de TVA, donc effectivement, là, il y a une action qui peut être menée. Il y a également une action sur permettre à chaque citoyen d'avoir accès à de l'information, c'est-à-dire que certaines personnes ont fait le choix de continuer à consommer de la viande, mais pas issue de n'importe quel type d'élevage. Mais si on ne donne pas l'information... Non, mais ça, il faut l'entendre. Il faut que vous puissiez l'entendre. On ne peut pas, je suis désolée, on ne peut pas dire à tout le monde, vous ne devez plus manger de viande parce que vous avez fait ce choix-là. Ça, je suis... Mais vous l'avez fait pour les animaux. Mais, et alors, vous allez dire quoi aux éleveurs en leur disant, plus personne ne mangera de viande, on change tout notre système de production. Ben, je pense qu'on peut quand même se donner rendez-vous dans 2 siècles. Vous n'avez pas de micro, donc on ne vous entend pas et ça va pas rester une conversation. Ah, pardon, excusez-moi. Non, non, mais c'était juste parce qu'on n'entendait pas. On reprendra plus tard. Voilà. Bonjour, Sophie Dutoit, doctorante en droit animalier et employée de l'organisation internationale Tierpfoten for Paws. J'aurais 2 questions en fait. La première pour Madame Falaise. Merci pour votre présentation très intéressante sur l'historique de la protection animale en France. Vous avez souligné à très juste titre ce paradoxe que voler un animal coûte plus cher que de le faire souffrir. J'aimerais en soulever un deuxième. C'est qu'aujourd'hui, tuer son propre animal, si on ne le fait pas souffrir volontairement en tout cas, coûte moins cher que le fait de l'abandonner. Ce qui a mené à beaucoup de ce qu'on appelle les euthanasies de convenance, qui ne devraient pas porter le nom d'euthanasie. Et j'aimerais savoir, à votre avis, comment ce décret de 1994 sur la mise à mort volontaire d'un animal sans raison, en tout cas médicale, pourrait s'appliquer à ces euthanasies qui sont surtout pratiquées par des vétérinaires, et surtout en France. Quand un particulier décide de se débarrasser de son animal tout simplement, il se rend chez le vétérinaire et ils disent « piquez-le » et puis voilà. Alors, pas chez tous les vétérinaires, là encore. Pas chez tous les vétérinaires. Il y a un mouvement justement des vétérinaires contre ça de plus en plus, mais on sait que ça se pratique encore beaucoup. Et j'aurais une seconde question pour vous, les 2 intervenants. Madame, vous avez évoqué la possibilité de condamner quelqu'un à une interdiction de détenir un animal. J'aimerais savoir comment faire appliquer ceci en pratique et également est-ce que ça existe en Suisse parce qu'on a des exemples maintenant en Norvège où il existe des registres, de la même façon qu'il existe aux États-Unis par exemple des registres pour les prédateurs sexuels. Il existe des registres des personnes qui ont été condamnées à des interdictions de détention d'animaux pour éviter que ces personnes puissent se présenter dans un refuge, par exemple, et adopter de nouveau un animal. Parce qu'actuellement, c'est le cas. Les noms des personnes condamnées ne sont absolument pas publics. Et donc, si la personne se présente le lendemain dans un refuge ou chez un éleveur, rien ne l'empêchera d'avoir un nouvel animal. Merci. Alors, je commence par la deuxième question sur effectivement cette interdiction de détenir un animal à vie. Effectivement, ça signifie une traçabilité de la personne. Cette fois-ci, pas de l'animal, mais de la personne, on est d'accord. Donc ça veut dire qu'il faut effectivement mettre en place tout un système administratif qui permet, au titre, mais pourquoi pas dans le casier judiciaire, et à ce moment-là, effectivement, de demander à quelqu'un, dès lors qu'il souhaite, acquérir par un biais légal, c'est toujours pareil, un animal, là, il y aura un moyen de contrôler. Excusez-moi, oui. Alors actuellement, normalement, c'est sur le volet C du casier judiciaire. Le problème, c'est que les refuges ont l'interdiction de demander le casier judiciaire qui est protégé au nom de la vie privée. C'est pour ça que je disais qu'il faut effectivement une adaptation, effectivement, mais voilà, des règles. Il va falloir, si on veut cette traçabilité, il va falloir effectivement qu'on ait un certain nombre de mesures qui permettent aux refuges, notamment, d'avoir accès à ces informations-là. Tu veux sur la deuxième question, je reviendrai après sur votre première question. C'est pour ce que nous nous sommes battus pendant une trentaine d'années en Suisse, que au moins les refuges aient la possibilité d'éviter de vendre un chat ou un chien à quelqu'un qui n'a pas le droit de le détenir. Et si je me rappelle bien, ça se fait que c'est donc le registre est national et les interdictions de détenir un animal sont non seulement reliées à un canton, mais valent pour toute la Suisse. Et si je me rappelle bien,
la législation de 2008 en Suisse prévoit la possibilité des refuges de prendre connaissance de ceci et d'éviter une telle catastrophe. D'autre part, je prends la parole pour quelque chose qui est encore pratiquement aussi délicat comme la question véganisme et végétarienne. Et il s'agit de l'aspect très délicat. Donc, moi, j'avais affaire avec 700 cas de maltraitance et de cruauté. Je connaissais le nom de la personne. Par exemple, une personne a été... on parlait qu'elle est maltraitée des cochons d'Inde d'une manière sexuelle, dont je ne vous parle pas des détails. Bien sûr, on aurait bien voulu que l'identité de cette personne soit levée et qu'on sache que c'est telle et telle personne qui a fait ceci et cela. D'après mon point de vue, je dirais personnel, j'ai vu quelques cas où le juge, quand il avait à décider ce cas, disait « cette personne a déjà assez été punie par l'opinion publique, non seulement par les journaux, dans le temps c'était les journaux, mais maintenant aussi avec les masses médias, d'une manière qu'une vie normale, après une maltraitance d'un animal, n'est plus garantie. Autant plus que nous avons quand même le système que quelqu'un ne compte pas être coupable jusqu'à le juge l'ait condamné. Unschuldsvermutung. Alors ce sont des cas très délicats où le cœur dirait « mais ce que cette personne a fait est insupportable ». C'est pour ça qu'on flanque tout ça sur l'Internet, et etc. Du cœur, d'accord. Ma pensée juridique dit qu'on doit attendre jusqu'à vraiment elle soit condamnée. Et par exemple, c'est pour ça que je passe sur ceci, de déclarer un tel registre publiquement pour tous pourrait tirer des conséquences très délicates pour la société en soi. Donc, la première. Sur la première question relative donc, à l'application du décret de 94 interdisant effectivement de donner la mort volontaire même si on est propriétaire d'animal, on va retomber dans la même problématique qui est la question de l'applicabilité de la loi, parce que ça relève de la déontologie du vétérinaire. Si le vétérinaire pratique ce que vous avez appelé à juste titre, ces euthanasies de convenance, on se débarre. Alors, avant, on abandonnait un chien, puis finalement, on risque quand on abandonne un chien, puisqu'on relève quand même des mêmes sanctions que l'acte de cruauté, donc on va le faire euthanasier, finalement, ça coûtera presque un peu moins cher. Mais j'allais dire que là, le problème, c'est à l'ordre des vétérinaires de s'emparer de cette question-là. Il va falloir qu'ils balayent un peu devant leur porte. Et effectivement, on parlait tout à l'heure des textes, vous me disiez, mais ça ne sert à rien d'avoir des lois puisqu'on les contourne. Néanmoins, il faut qu'elles existent, ces lois. Il faut que la réglementation existe. Et c'est tout le problème du contrôle. Comment il va falloir... Enfin, c'est excessivement compliqué de pouvoir apporter des éléments de preuve permettant de constater qu'un vétérinaire procède à des euthanasies de complaisance. Donc c'est vrai que c'est toute la question de l'intérêt d'avoir une législation et de la faire appliquer. En tout cas, il faut quand même avoir déjà une législation pour espérer pouvoir la faire appliquer. Mais voilà, je sais pas... Pardon ? On a des avocats pour ça. Alors, après, il faut encore pouvoir mandater quelqu'un. L'avocat est un mandataire, donc il faut qu'il soit rémunéré par quelqu'un. Alors, effectivement, les associations de protection animaux ont effectivement des services juridiques parfois très compétents, mais encore faut-il pouvoir, dans l'exemple, dans les situations dans lesquelles on parle, il va falloir pouvoir apporter la preuve qu'il y a eu des euthanasies de complaisance. Pour ça, il va falloir pouvoir pénétrer à l'intérieur et constater cela. Puis-je prendre cette proposition pour ouvrir le débat un tout petit peu dans la direction de l'email que j'ai reçu ce matin de l'Angleterre, de quelqu'un qui écrit sa thèse sur l'application de la loi en Angleterre. Donc, les problèmes sont partout les mêmes et les solutions peuvent être comparées. Muriel Falaise nous a dit qu'une proposition serait de
renforcer le statut juridique, si j'ai bien compris, du mouvement de la protection des animaux ou de quelques... De donner des moyens d'action. Moyens d'action dans l'enforcement de la loi. Ça serait très important. On s'est battu en Suisse depuis une trentaine d'années pour ceci. Il y a un problème. Il y a quelques problèmes ici. Ça serait formidable, puisque l'enforcement de la loi, nous le savons, n'est pas optimal. Et il y a donc, il y a un besoin de faire ceci. Il y a un problème de la protection de la personnalité de la personne qui est involvée. Ça se peut que c'est un malentendu, que c'est une autre personne. C'est pour ça que moi, en tant qu'avocat pour les animaux, j'étais tenu à être discret, puisqu'il y avait des cas où on se disait ça doit être Monsieur A et c'était Madame B à la fin. Le deuxième point de vue, d'après le email, c'est que il m'a écrit, d'après ses recherches, que dans le temps, la RSPCA, la Royal Society for the Protection of Animals, on pense être très riche, elle manque de fric, elle manque de moyens pour vraiment payer ses policiers sur place, de faire un enforcement satisfaisant, un enforcement, bien entendu, qui devrait être fait par l'État, puisque ça doit être, par la Constitution, une obligation de l'État. Donc c'est délicat de demander des organisations privées de prendre un rôle public, puisqu'il y a des fluctuations de motivation, de moyens. Là, je pense, comme soutien de l'enforcement par l'État, formidable, mais ça devrait être, je ne suis pas socialiste ou je ne pense pas étataire, mais si c'était une obligation de l'État, ça change complètement. Et je me demande, et là je suis complètement de votre avis, je me demande pourquoi, par exemple, le droit de trafic. Personne ose demander pourquoi appliquer cette loi de trafic. Chacun qui roule trop vite a une amende. On ne demande pas des exceptions. Et je pense que certains de vous ont déjà reçu d'amende d'avoir été trop vite ou parqué à un faux côté. Et la loi, donc premièrement, il n'y a pas de loi de la protection des animaux en France. Et deuxièmement, donc en Suisse, maintenant, on ne se demande plus pourquoi appliquer. Ça s'applique à un niveau, je dirais 80-90% est appliqué. Et c'est déjà, quand je commençais, il y avait 40%, donc il y a une trentaine d'années, c'est déjà mieux. Ce n'est pas la vie en rose, mais c'est déjà mieux. Mais pourquoi oser demander la question, pourquoi appliquer une régulation? Je pense que ici, peut-être encore la loi de l'environnement, mais sinon, si la loi existe, alors c'est le devoir des autorités, du département et de la France de l'appliquer. Et ça, c'est un autre débat. Pourquoi demander cette question? Voilà, l'heure tourne, donc on va prendre une dernière question. Bonjour, Loïs Lelanchon, doctorant en droit animalier à l'Université autonome de Barcelone. Donc j'aurais une question pour Madame Falaise. Merci beaucoup pour votre présentation. Vous avez bien fait la distinction entre la bientraitance et le bien-être animal, donc bientraitance, obligation du détenteur, et le bien-être animal qui est une notion qui est basée sur l'animal ou sur un groupe d'individus. Donc la question est la suivante. Pensez-vous qu'il est réaliste ou viable sur le plan juridique de passer d'une obligation de moyens, de bientraitance, à une obligation de résultat de bien-être animal, en fait? Merci. Alors, il me semble que c'est vrai que ça va être compliqué, parce que l'obligation de résultat, la bientraitance, elle va dépendre aussi de l'animal. Donc, l'obligation de bientraitance, on est d'accord, c'est que le propriétaire ou le détenteur doit mettre en œuvre toutes les mesures actives nécessaires pour placer son animal en situation de bien-être. Simplement, vous l'avez dit, le bien-être, il va être différent selon les espèces ou même selon chaque individu à l'intérieur d'une espèce.
Donc, quelle obligation de résultat va-t-on fixer? Et comment la contrôler? Comment contrôler que parce que si on a une obligation de résultat, ça veut dire que si on veut démontrer que le détenteur ne respecte pas son obligation, donc est soumis à des sanctions, il va falloir démontrer que l'animal est en situation de mal-être. Voilà, donc je vous retourne en fait la question sans y répondre finalement. Honnêtement, non, je ne pense pas. Déjà, si on peut mettre en place une obligation qui était une obligation de moyens, ça nous permettra effectivement, alors je voulais également compléter ma réponse de tout à l'heure, quand on parle de l'intérêt de la législation, vous allez me dire, et je poursuis pour répondre à votre question, l'intérêt d'avoir modifié notre code civil en disant que l'animal finalement est un être vivant sensible, on le sait tous, c'était déjà dans le code rural. Quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est de permettre aux juges maintenant de prendre en compte effectivement cette sensibilité. Alors, ce n'est pas nouveau, hein, le juge, il a déjà pris en compte le lien particulier qui unit un propriétaire avec son animal, le lien d'affection qui existait entre le propriétaire et l'animal, ça a déjà été pris en compte. Donc, l'obligation, à mon sens, ne peut pas être pour l'instant une obligation de résultat. Déjà, si on met en place cette obligation de bientraitance qui va être une obligation de moyens, le juge va avoir, si vous voulez, des moyens, effectivement, de prendre en compte la nature même de l'animal. Alors, il y a actuellement, avec la modification du Code civil, déjà des avocats qui s'engouffrent en demandant la prise en compte de ce qu'on appelle le pretium doloris, donc le préjudice de la douleur pour l'animal. Est-ce qu'il y a des juges qui vont aller dans la même direction? On peut l'espérer, mais on est obligé de... malheureusement, effectivement, entre vous, ce que vous constatez sur le terrain et ce qui doit être fait en amont pour fixer un cadre juridique qui va permettre ensuite de sanctionner, parce qu'on est toujours dans cette idée-là, d'interdire, oui, également, mais ça veut dire qu'il faut qu'on ait un cadre juridique. Et donc, l'obligation de moyens, à mon sens, sera déjà un premier pas qui, s'il voit le jour, déjà, sera bien. Voilà. Bon, ça sera le mot de la fin, plein d'espoir. Merci. Merci à vous. Merci.